Donc je vais demander à Sophie Lecoq, directrice de la foncière de la ville de Paris, de venir, Cécile Hagman, directrice générale de la COP foncière, Simon Goudiard, directeur de l'Office foncier solidaire des Yvelines, et Axel Lecomte, directeur de l'habitat, du renouvellement urbain et de l'OFS Pleine Commune. Donc merci d'être là. Donc vous êtes tous dirigeants, représentants d'organismes de foncier solidaires. Alors comme il a bien été précisé tout à l'heure, dans OFS il y a solidaire, je pense qu'on va pouvoir y revenir. Et je trouvais intéressant cette vidéo parce que finalement il y a des freins qui sont soulevés par les différentes personnes qui étaient interviewées, et puis presque ils se contredisent en disant les avantages. Donc en fait on ne sait pas très bien ce qui est le plus important pour eux, le frein ou les avantages, mais j'ai remarqué qu'ils disaient presque le contraire. Donc je ne sais pas si vous avez eu la même observation. Sur les acquéreurs. Oui, c'est difficile de s'entendre sur scène, bizarrement. Oui, non, je pense qu'ils sont le reflet aussi des échanges qu'il y a eu sur la première table ronde. C'est un produit qu'il faut s'approprier. Et on voit, nous aussi, alors je ne prends pas la parole pour les autres, mais cette ambivalence qu'il y a dans l'appréhension du BRS qui, sur les mêmes sujets, peuvent faire peur ou rassurer. Et en fait, c'est de manière assez régulière, je trouve, sur le bail réel solidaire. Alors, vous êtes tous donc dans des structures très différentes qui répondent aussi à différents marchés. Donc, à Paris, des prix immobiliers très élevés, et une forte ambition de logement social ou de logement abordable. À Saint-Denis, un taux de propriété très faible. Donc, le BRS, c'est une façon de répondre à cette ambition d'accéder à la propriété et pour le territoire d'avoir plus de propriétaires. Dans les Yvelines, des villes en carence SRU, beaucoup de rattrapage de logement social à faire, un taux de propriétaires qui doit être, lui, assez fort, et des prix élevés aussi. Et la COP foncière, un territoire plus diversifié et puis des opérations diversifiées. Moi, je voudrais commencer par vous demander à chacun de préciser le modèle dans lequel vous évoluez. Donc, la production, les ressources, la redevance, les opérations réalisées et la tutelle s'il y en a une. Alors, qui veut commencer? Bon, Sophie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je représente la foncière de la ville de Paris, qui est un groupement d'intérêt public qui a été créé à l'initiative de la ville de Paris et qui regroupe donc la ville de Paris et les 3 bailleurs sociaux rattachés à la ville de Paris, que sont Paris Habitat, la RIVP et Logisciamp. Donc nous, on a un modèle rattaché à une collectivité territoriale. On a aujourd'hui 22 opérations en cours qui représentent plus de 1000 logements sur le territoire parisien, puisqu'on intervient donc exclusivement sur le territoire parisien. Nous, les grands fondements du modèle, ça a d'abord été donc de fixer une redevance de manière justement fixe et le plus maîtrisée possible. Alors on a vu dans la vidéo qu'on vient de voir que cette part locative du BRS pouvait être un sujet de préoccupation pour les ménages. Donc nous, ça a été en effet un des fondements de notre modèle de fixer cette redevance. Elle est aujourd'hui à 2,65 € du mètre carré, et avec plusieurs préoccupations, donc garantir la solvabilité des ménages sur le long terme, et aussi garantir que la part justement qui leur permet de se constituer une épargne soit la plus importante possible et que donc on maîtrise cette part locative. Et puis aussi, comme on intervient sur un territoire, nous, qui est assez restreint finalement, et qui est la ville de Paris, l'idée était aussi de garantir une lisibilité et une équité aussi entre tous les ménages sur ce territoire, somme toute assez restreint, et donc voilà, que cette part locative soit la même pour tous. Ceci implique notamment, et notamment aussi depuis la crise quand même immobilière, qu'on injecte des fonds propres dans les opérations, donc ça c'est quelque chose d'important aussi. On a un OFS qui a été capitalisé ces dernières années, afin de garantir notamment ce niveau de redevance maîtrisé. Et peut-être une dernière spécificité sur notre modèle aussi, on commercialise nous-mêmes nos opérations en BRS, ça c'est peut-être un point qui nous différencie aussi des autres, et donc on a choisi entre guillemets donc, de commercialiser nous-mêmes du fait qu'une fois de plus on intervient sur un territoire qui est très restreint, et donc il y avait vraiment
un territoire aussi, vous le savez, où la demande de logement est extrêmement forte, notamment comparée à l'offre. Et donc l'idée était de permettre que les logements soient accessibles de la même manière à tous, d'une manière donc avec nous, on a mis en place une grille notamment de cotation de la demande qui permet donc de sélectionner les ménages de manière connue de tous à l'avance, transparente et qui est toujours la même du coup du fait que c'est l'OFS qui commercialise et pas forcément chaque opérateur qui réalise l'opération. Donc voilà ce que je peux dire sur les spécificités peut-être de notre OFS. Et peut-être une ou deux opérations que vous réalisez, ça se trouve dans quel quartier, c'est quel type d'immeuble mélangé avec d'autres productions de logements? Alors, on réalise des opérations très diverses dans des quartiers d'abord très divers de la capitale. On a aujourd'hui commercialisé une opération, une seule, qui est Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. Et on a beaucoup d'autres opérations qui vont être commercialisées à partir de septembre prochain dans des quartiers 18e arrondissement, 20e arrondissement, 19e arrondissement, enfin voilà, donc on travaille dans tous les arrondissements de la capitale. On a des opérations qui peuvent être en 100% BRS ou en mixité avec du logement locatif social ou du logement libre. Voilà, typiquement l'opération Saint-Vincent-de-Paul était en mixité avec du logement locatif social classique, si je puis dire. Et puis on travaille sur des opérations qui peuvent être à la fois des programmes neufs, donc ça notamment quand on est en ZAC, mais aussi en réhabilitation avec des immeubles qu'on peut racheter dans le diffus du tissu parisien, notamment grâce à des préemptions de la ville de Paris qui va nous revendre des immeubles qu'on peut ensuite réhabiliter. D'accord. Et juste une question sur la grille de cotation, parce qu'on se souvient que Saint-Vincent-de-Paul, il y avait 23 appartements et il y avait eu 1000 fois plus de demandes, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre grille? Alors, donc en effet, on a mis en place différents critères pour permettre de prioriser la demande, puisque bien sûr, pour nous, ça a été tout de suite un énorme enjeu, comme je le disais, de permettre de choisir, si je puis dire, les ménages de manière tout à fait transparente et équitable. Et donc on a des critères qui vont être, par exemple, le lien avec Paris, y travailler ou y habiter, qui va être la composition familiale. Ça a été évoqué à la fin de la dernière table ronde, mais donc nous on a comme objectif les familles. Donc on produit des logements qui sont familiaux, donc évidemment la composition familiale va être un des critères, donc le fait d'avoir notamment des jeunes enfants par exemple. On va également avoir des critères sur l'occupation actuelle de son logement, est un sortant du parc social, puisqu'on vise aussi à favoriser les parcours d'accession à la propriété, les parcours résidentiels, et puis ou aussi par exemple le taux d'effort dans son logement actuel, qui va être un critère, donc plus il est élevé, plus ça va donner de points par exemple dans notre système de cotation. Merci. Alors, dans les Yvelines, ça se passe comment ? Dans les Yvelines, donc on a un OFS qui est un OFS qui a été créé à l'initiative du département. Dans le tour de table, on retrouve un aménageur qui est en fait un opérateur territorial qui s'appelle Citalios, et puis un bailleur social, les résidences Yvelines Essonne. La particularité de notre OFS, mais elle est assez proche de celle de la ville de Paris, c'est qu'on a pris le modèle un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé les valeurs du foncier pour savoir comment on pourrait les amortir à long terme sur la base d'un prêt Gaïa ou Action Logement, et en essayant de déterminer ensuite le montant que ça permettrait de proposer à nos acquéreurs. On a pris la position inverse qui est la suivante, qui est de dire il faut une redevance la plus faible possible, et donc on a mis en place une redevance à 1 euro universelle, fixe, quelle que soit l'opération, sa localisation. L'objectif, c'était d'avoir une lisibilité très forte de notre dispositif. C'était de réserver une part d'épargne la plus importante possible pour nos acquéreurs. Et puis, on s'est aussi projeté dans la vie d'après. Je crois qu'on en a beaucoup parlé, notamment dans le cadre de la première table ronde. Quelle sera l'attractivité et la réceptivité de cette redevance dans le marché secondaire ? Quand on démarre à 1 euro, vraisemblablement, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va s'approcher des 2 euros, 2,50 €. Donc ça veut dire qu'on sera au point de départ de nos confrères qui, eux, sont sur des redevances en fait variables en fonction du prix du foncier. Alors évidemment, la contrepartie, c'est que c'est très consommateur en argent public, et ça a ses limites, et je pourrais en témoigner, puisqu'aujourd'hui, effectivement, dans le contexte de crise qu'on connaît, et notamment avec une collectivité comme le département, qui n'a plus aucun pouvoir fiscal, puisqu'en fait, aujourd'hui, on récupère à la fois un peu de TVA, à la fois un peu de droits de mutation, et bien forcément, quand on est les rois du pétrole, entre guillemets, il y a encore 2 ou 3 ans, on peut très vite se trouver dans une situation où on ne sait plus
abondé, on ne sait plus équilibrer nos opérations et donc on doit faire des choix, ce qui nous challenge et ce qui est intéressant par la suite. Vous avez évoqué le fait tout à l'heure qu'on était dans un territoire effectivement très carencé, 22 000 logements manquants aujourd'hui dans les Yvelines, mais aussi un territoire très cher. Logements sociaux. Logements sociaux, pardon, dans les Yvelines, et aussi un territoire qui est effectivement très cher. Et c'est important de le préciser parce qu'on a pu nous le reprocher au départ, d'être, entre guillemets, je dirais un OFS libéral qui créait un dispositif qui avait vocation à faire de la substitution du locatif social classique pour faire des produits d'accession via le bail réel solidaire. On marche véritablement sur deux jambes. On a une jambe qui est celle de l'accompagnement des collectivités dans leur effort de rattrapage SRU, au travers du BRS et en complémentarité des autres produits qui sont comptabilisés dans l'inventaire. Et puis la seconde jambe sur laquelle on marche, c'est celle de l'amélioration des parcours résidentiels dans un territoire vieillissant, qui perd de la population, qui n'arrive plus à maintenir ses actifs, ses salariés et à conserver de l'attractivité pour ses entreprises. Et donc on a vraiment mené ces deux éléments-là de front. Et c'était vraiment important pour nous. Et concrètement, ça veut dire que vous ne faites pas du BRS dans les communes carencées, mais vous en faites dans les communes qui sont en rattrapage et qui montrent leur bonne volonté, quelque part, de faire du logement social ? Exactement. Alors sur les 27 opérations qu'on a engagées, on en a vraisemblablement 23 ou 24 qui sont dans des communes dites non conformes à la loi SRU. Et sur ces 23 ou 24, on doit en avoir 20 ou 21 qui sont en fait des communes simplement déficitaires et pas carencées. Et pour nous, c'est vraiment les territoires cibles pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans ces territoires que le BRS va avoir ce petit effet booster qui va permettre de se rapprocher progressivement des 25% à l'appui de ce qui se passe en production locative sociale, sachant qu'on a une ingénierie en matière d'habitat au département des Yvelines qui est à la fois très, très puissante et très engagée aux côtés du bloc communal et qui nous permet de ne pas faire du BRS, je dirais, comme ça de manière ad hoc dans un territoire sans savoir quelles sont les dynamiques de rattrapage dans d'autres opérations. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde toujours une opération pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle va apporter à une dynamique globale de production de logements. Donc effectivement, on est vraiment dans une... et puis de toute façon, je dirais que les territoires les plus chers aujourd'hui dans les Yvelines sont aussi les territoires dans lesquels on a un manque de logements sociaux. Donc on continue à répondre à cette double logique qui est la nôtre. Juste donner un chiffre peut-être, notre prix de vente moyen dans les Yvelines, il s'établit à 3 750 € TTC par mètre carré parking inclus. Ça veut dire qu'on s'approche des 35 à 36% de décote par rapport aux valeurs de référence moyenne du marché neuf sur le territoire. Alors on reviendra tout à l'heure peut-être sur les prix en parlant des plafonds qui ont augmenté. Un exemple d'opération, donc c'est du collectif, c'est quelle typologie de logement plutôt ? Alors, principalement du collectif, généralement sur les typologies de logement, comme on a une stratégie de peuplement qui consiste à la fois à attirer des jeunes, à la fois à maintenir des familles, on va globalement du T2 au T4, on refuse d'intégrer des studios dans nos opérations, et les T3, T4, donc les logements les plus familiaux, représentent généralement 75% de nos typologies. Sur le montage, et avant de revenir sur les opérations, j'ai pas oublié la question, on travaille principalement au travers du BRS opérateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maîtrise d'ouvrage internalisée. Il se peut que certains de nos associés dans le tour de table soient eux-mêmes maîtres d'ouvrage des opérations ou copromoteurs des opérations qu'on développe, mais généralement on est sur du BRS opérateur, soit avec une coopérative HLM, soit avec un bailleur social, soit avec un promoteur. Et je peux en citer deux de ce point de vue-là, une avec une entreprise qui est issue du mouvement HLM, donc Arcade Promotion, groupe Arcade Vive, qui est la première opération qu'on va livrer le mois prochain à Voisins-le-Bretonneux, 28 logements 100% BRS, dans une commune qui est en fait aujourd'hui à 20 ou 21%, donc c'est typiquement le type de territoire dans lequel on aime se développer. Et je cite cette opération parce qu'on a créé l'OFS en 2021, et 3 ans plus tard, on arrive à livrer notre première opération
par les temps qui courent, quand on a un délai de 3 ans entre le moment où on décide de s'engager dans une opération et le moment où on va véritablement livrer ces logements aux 28 familles qui se sont portées acquéreurs, on voit aussi toute la force de notre modèle d'un opérateur de collectivité très appuyé par les services de la commune et qui s'est travaillé en bonne intelligence avec les opérateurs. Et je voudrais en citer une deuxième qui, elle, sera livrée plus tôt l'année prochaine, mais qui est aussi le reflet des éléments de positionnement et de stratégie dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est une opération de transformation de bureaux en logement à Jouy-en-Josas, aux côtés de l'EPF, aux côtés de la foncière de transformation immobilière et avec comme opérateur immobilier Eiffage. Et là, on est en plein dans ce qu'on souhaiterait mettre en œuvre progressivement, c'est-à-dire sortir du ZAN, être véritablement dans du recyclage foncier, apporter la force du modèle du démembrement pour justement réussir à faire sortir des opérations qui, dans un cadre classique d'opération, n'auraient pas vu le jour. Merci. Axel Comte, donc vous êtes à la fois directeur de l'OFS, mais vous êtes aussi directeur de l'habitat de Plaine Commune. Et donc, on voit bien l'imbrication quand même du portage politique et de la structure qui est affichée. Oui, tout à fait. Donc, l'OFS de Plaine Commune, il a effectivement été créé comme un outil de la politique publique de l'habitat. À un moment où donc, on a réécrit le PLH de Plaine Commune. Donc, Plaine Commune, c'est Saint-Denis, mais c'est aussi 9 communes autour de Saint-Denis, 450 000 habitants. Et donc un PLH qui se fixe pour objectif de faire 3500 logements par an, dont près de la moitié en logements abordables, 25% de logements sociaux et 20% d'accession sociale, majoritairement en BRS. Voilà. Et donc l'idée, ça a été effectivement de changer d'échelle sur l'accession sociale. Comme ça a été dit tout à l'heure, quand on faisait de l'axe social, auparavant on arrivait à en faire 5% à peu près, mais avec des décotes foncières très importantes et puis un investissement public perdu à la revente. Voilà. Et donc le BRS est arrivé un peu avec il a permis cette nouvelle appréhension de l'accession sociale. Voilà. Et donc effectivement, donc, tout ça est très adossé à la collectivité, à l'EPT Plaine Commune. Le OFS, il vient prendre sa place dans un écosystème avec les autres outils du logement abordable du territoire, donc Plaine Commune Habitat, qui est notre bailleur social intercommunal, et puis la CAPS, qui est la coopérative d'accession sociale à la propriété, qui sont les membres fondateurs de l'OFS avec le PT. Voilà, et donc moi effectivement je suis à la fois directeur de l'habitat et principalement directeur de l'habitat d'ailleurs, et mis à disposition très partiellement de l'OFS de Plaine Commune, avec un directeur du développement mis à disposition à temps plein. Voilà, mais en s'appuyant sur les ressources de Plaine Commune à tous les niveaux et par exemple pour tout ce qui est l'analyse de la qualité des logements, des plans, on s'appuie sur le service Habitat Logement qui s'assure du respect de notre convention qualité dans toutes les productions. Voilà. Et puis pour compléter aussi cette gouvernance très internalisée, on a aussi le président de l'OFS qui est l'élu de Plaine Commune à l'habitat, à l'aménagement et au foncier. Voilà, donc l'idée c'était aussi que la programmation de logement du territoire au sein de nos AC essentiellement et également en diffus puisse être dictée par ces orientations fortes en matière de logement abordable. Voilà, sur les opérations, donc c'est récent, il a été agréé l'OFS il y a 2 ans maintenant. Voilà, on a 5 opérations en cours de commercialisation, c'est à peu près 250 logements. On en aura à peu près autant l'année prochaine. Avec contrairement à Paris, on a des marchés immobiliers assez hétérogènes, puisqu'on a des communes qui sont limitrophes de Paris, des communes en 2e couronne. Voilà, donc on a aussi un territoire qui a cette caractéristique d'être beaucoup en QPV, donc en TVA 5,5, ce qui donne aussi une particularité sur la fixation des prix. Voilà, donc pour l'instant, on a 146 agréments. Voilà, on a des redevances qui se promènent entre 1,75 € pour la moins chère jusqu'à 2,60 €. On a une petite commune atypique qui est Saint-Ouen, où on a un marché immobilier un peu plus élevé qu'ailleurs. Donc on tolère des redevances un peu plus élevées à Saint-Ouen. Voilà, donc aujourd'hui, les opérations emblématiques, c'est la première, on va la livrer cet été,
22 logements à la Plaine Saint-Denis, un peu en famille pour ainsi dire, puisque c'est avec notre bailleur Plaine Commune Habitat maître d'ouvrage, la coopérative d'accession sociale à la propriété comme AMO, avec l'OFS du territoire, et puis une opération qui est à Lumière de Pleyel, donc au pied de la gare Pleyel, qui va croiser toutes les lignes du Grand Paris Express, 116 logements en cours de commercialisation aussi. Et peut-être pour finir sur les opérations, on a 30 logements aussi là qui vont être commercialisés dans le village olympique, puisque l'idée c'était aussi dans ce village olympique d'injecter du BRS. Alors c'est venu un peu tard parce que les programmations avaient été pensées avant, mais là pour le coup à l'île Saint-Denis on avait du PSLA qui avait été imaginé et donc des charges foncières compatibles avec du BRS, et donc ça nous a permis de lancer ces 30 logements en BRS au cœur du village olympique. Et alors, vous me disiez aussi que la différence de marché entre des marchés plus hauts et des marchés plus bas, ça posait aussi une question d'obtention des prêts. Quand la décote ne peut pas être assez forte par rapport au prix du marché, c'est difficile d'obtenir les prêts qui sont nécessaires pour ces opérations, les fameux prêts Gaïa. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on a 3 communes limitrophes de Paris, Saint-Ouen, Aubervilliers, Saint-Denis, et puis l'île Saint-Denis qui est aussi en secteur de marché très tendu, et puis un marché immobilier plus intermédiaire ou moins dynamique au nord du territoire. Voilà, donc la décote est évidente au sud du territoire, et notamment quand on n'est pas en TVA à 5,5, elle l'est moins au nord. Voilà, c'est Simon qui disait dans une réunion précédente la décote par rapport à quoi et par rapport à quand. Aujourd'hui, cette décote, elle n'est pas très importante, mais on est sur un territoire où les valeurs n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, même si ça s'est un peu ralenti dans la période. Et on peut penser que ça a vocation à le faire. On a donc, j'ai parlé du village olympique, 5 gares du Grand Paris Express, donc un marché immobilier qui continuera de croître. Sur un territoire, on a une croissance démographique importante. Hein. C'est un des seuls EPT où on a une aussi forte croissance démographique. Voilà. Et donc, on se dit que si le BRS n'est pas évident partout aujourd'hui, on peut quand même s'interroger sur sa place, même s'il n'y a pas des décotes aussi importantes que celles que souhaite la Caisse des dépôts aujourd'hui, qui sont un peu l'opérateur qui agrée de fait les opérations de BRS. Voilà, mais parce qu'on s'inscrit sur le temps long. On parle d'opérations avec sur des prêts qui vont durer 80 ans. Et puis, j'ajoute quand même que sur le BRS, indépendamment de cette question de décote, on a aussi apporté toutes les garanties HLM qui existaient dans l'accession sociale précédente. Donc le relogement, le rachat, les sécurisations à la revente, qui nous permettront de produire cette accession. Et effectivement, ce que j'ai pas dit, c'est que au-delà de l'enjeu du logement abordable, notre enjeu sur le territoire, c'est aussi de fixer une population de propriétaires occupants. C'est un quart des habitants, un quart du parc locatif est occupé par des résidences principales sur le territoire, quand en France c'est 53%, je crois. Voilà, donc c'est un territoire aujourd'hui qui est caractérisé par un territoire de passage, du parc social, du parc privé, pas forcément très qualitatif, des foyers, des résidences sociales, etc. Et donc un enjeu fort de fixer une population et d'avoir des propriétaires occupants dans une stratégie sur le temps long. Merci. Alors Cécile, donc la COP foncière Île-de-France. Ouais. Francilienne, pardon. Donc pas attachée à un territoire particulier, sinon celui de la région, et une structure encore différente de toutes celles qu'on vient de voir. Oui, certainement la structure la plus différenciée, parce qu'on est, nous, une coopérative, et donc en tant que coopérative, on a un sociétariat ouvert, coopérative créée quand même par des organismes HLM pour accompagner la production de logements BRS par les organismes HLM.
Et donc aujourd'hui, on est à 25 opérateurs sociétaires. On a en tant que coopérative un sociétariat qui est ouvert aux collectivités et on a 9 collectivités qui sont sociétaires de la COP. Mais nos engagements sont sur près de 50 communes, donc on voit bien que ce n'est pas restrictif. C'est des territoires sur lesquels on a des engagements particuliers, des accompagnements particuliers. Et puis, puisqu'on est une coopérative, on répond et notre sociétariat est ouvert finalement à toutes les parties prenantes et intéressées au projet. Et donc les parties prenantes essentielles sont les habitants, les acquéreurs qui ont un collège et qui sont donc assez nombreux déjà aujourd'hui dans notre sociétariat. Ça nous donne une organisation un peu spécifique. On est donc présent sur toutes les communes, enfin sur tous les territoires d'Île-de-France, forcément un peu moins implantés sur les territoires des OFS territoriaux, bien qu'on s'inscrive, et c'est je crois aussi le sens de cette table ronde, dans une logique de complémentarité. C'est-à-dire que finalement, chacun a sa légitimité, a ses spécificités qui permettent d'intervenir. Et puis, ce qui nous différencie aussi, c'est vraiment le logiciel de départ. C'est-à-dire qu'on est certainement l'OFS le plus proche de l'idée qu'on a exprimée tout à l'heure Audrey Linkenheld. C'est-à-dire on a construit le modèle sur l'idée qu'il fallait minimiser l'impact sur les finances publiques locales et donc que la redevance allait être une variable d'ajustement nécessaire pour nous permettre de produire du BRS sur tous les territoires, y compris sur les territoires au foncier assez élevé. Et donc je pense que ça, c'est différenciant. Votre redevance, elle varie selon les opérations ? Nos redevances, elles vont de 1 € à 3,50 € en fonction des territoires. Et je suis un peu obligée de m'opposer, enfin en tout cas de me poser en faux par rapport à ce que disait tout à l'heure Norbert, puisque finalement les communes qui sont les plus ouvertes à des redevances un peu élevées sont souvent les communes de gauche. On est sur un territoire avec un engagement assez fort et avec des redevances sur nos opérations qui sont plutôt autour de 3 €, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et on a plutôt un regard plus restrictif sur d'autres territoires. Donc on a aujourd'hui une diversité de nos redevances qui est à la fois le reflet de la diversité des charges foncières et le reflet des intentions, des volontés, des inquiétudes aussi des élus qui sont plus ou moins ouverts à une redevance variable et surtout plus ou moins ouverts à des niveaux de prix de vente enfin, plus ou moins, sur nous, notre redevance élevée, elle est le corollaire d'un prix de vente très décoté par rapport au marché du libre. D'accord. Des opérations que vous avez livrées, que vous êtes encore en train de livrer ? On a livré 4 opérations en Île-de-France, au Kremlin-Bicêtre, à Pantin, à Romainville, et la dernière est à cheval sur Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand. On va bientôt livrer une opération à Ivry, une à Colombes et puis une à Argenteuil. Donc ça, c'est les prochaines qui arrivent. Nos opérations sont essentiellement des opérations en collectif. On a quelques opérations assez ponctuelles qui embarquent du logement individuel. On est essentiellement dans le neuf, mais on a quelques projets aussi en acquisition-amélioration. On est beaucoup en 100% BRS, mais on est aussi beaucoup en opération mixte. Donc en fait, il n'y a pas de loi générale. Notre plus petite opération, c'est 5 logements. La plus grande, c'est 75 logements BRS. Donc on voit bien que le BRS, en fait, va venir s'ajuster, s'adapter. S'adapter, apporter des réponses très différentes en fonction des territoires, des contextes locaux. Et vos financements ? Nos financements, c'est un peu de fonds propres, beaucoup de Gaïa et un peu d'Action Logement. Donc on est vraiment sur essentiellement de l'emprunt. La subvention de la région, bien sûr, qu'on mobilise et qui nous permet de faire baisser la redevance, mais essentiellement de l'emprunt. Merci. On voit la variété, la diversité des structures qui portent du BRS. Il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a aussi des structures qui sont agréées, qui semblent beaucoup moins solides. Alors, il n'y en a pas là, mais qui peuvent être des associations. Enfin, moi, j'entends aussi des gens qui disent oui, on va faire un OFS. De votre expérience, finalement, est-ce que cet agrément à qui cet agrément doit être réservé, sans être excluant, mais enfin en connaissant quand même les difficultés de faire cette activité?
C'est difficile, nous on l'a eu l'agrément, donc c'est difficile pour nous de dire qui doit l'avoir ou qui ne doit pas l'avoir. Non, mais sans être normatif, mais par rapport à l'expérience que vous avez de cette activité, de ce métier, quoi. Ce qui est certain, c'est que la notion de temps long, elle est essentielle. Et donc, être une personne morale constituée de personnes morales me semble être quand même un fondamental, ne serait-ce qu'aussi parce qu'aucun prêt sera accordé par la Caisse des dépôts à d'autres types de structures et que finalement, moyennant quelques cas un peu particuliers, le modèle BRS s'appuie quand même sur le financement de la Caisse des dépôts. Donc la question de la pérennité des acteurs qui sont fondateurs des OFS, à mon avis, est en tout cas des préoccupations des financeurs des OFS et des financeurs des ménages qui vont acheter les logements. Donc il n'y a pas de BRS, il n'y a pas de stabilité et de sécurité de ce temps long par la composition et la structure de l'OFS. Ce que dit Cécile est déterminant, c'est cette question du temps. On s'engage sur des temps très longs en matière d'endettement et en fait on s'engage à perpétuité. Le principe du BRS, c'est que c'est un actif qui n'est pas liquide. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas commencer à faire joujou en se disant tiens, je vais faire une opération de BRS comme je ferais une opération d'achat-revente et puis on verra bien ce qui se passe dans 10 ou 15 ans. Donc ça, je pense que c'est effectivement déterminant déjà d'un point de vue, de la solidité financière des structures et de leur capacité à tenir dans le temps des engagements avec un certain nombre de partenaires institutionnels. On engage des garanties de la collectivité. Enfin, c'est quand même lourd de sens. Et puis au-delà de ça, on a aussi une responsabilité en matière d'engagement social et sociétal pour nos acquéreurs. On a aujourd'hui une garantie légale qui s'appelle la garantie de rachat, qui se met en place dans différentes situations. Axel, tu précisais la question des garanties HLM. Le département des Yvelines a lui aussi, de manière discrétionnaire, décidé d'apporter des garanties HLM pour l'accompagnement à la revente, pour le relogement, pour le rachat dans d'autres conditions que celles de la garantie légale OFS. Enfin, je veux dire, il y a quand même des éléments qui sont beaucoup trop structurants pour qu'on prenne le sujet à la légère, ou alors effectivement on réfléchit à un autre type de montage dans lequel la question qui fâche, c'est la liquidité de l'actif. Si on avait un actif liquide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque de toute façon, ça restera en circuit fermé. Si ce n'est pas l'OFS des Yvelines, c'est un autre OFS qui se portera acquéreur, et ainsi de suite. Donc c'est cette question-là. Donc on peut réfléchir intelligemment à un autre montage qui permet de faciliter l'accession, etc. Et se dire que c'est un truc qui est parfaitement ouvert et qui devient un produit de marché, et auquel cas n'importe qui peut le faire. Mais il faut qu'on ait une liquidité possible en face. Dans notre cas à nous, c'est pas possible. Donc effectivement, prenons-le avec gravité. C'est important. C'est-à-dire que je pense qu'on est très heureux aujourd'hui de pouvoir partager nos modèles. En plus, il se trouve qu'on échange très souvent ensemble, qu'on a beaucoup de convictions à porter, qu'on a beaucoup d'entrain sur ce modèle qui a évidemment ouvert la porte à l'accession d'un certain nombre de ménages. Mais justement, ayons vraiment la gravité de comprendre que ce qu'on fait, ça a du sens, mais que ça engage des responsabilités très lourdes. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, peut-être sur cette question, enfin moi je ne sais pas à qui il faut le donner ou pas l'agrément, mais ce que je dirais, c'est que ce qui me semble important, c'est que ça reste évidemment des organismes à but non lucratif et dans la famille... Merci. Et dans la famille parapublique, pour ainsi dire, collectivités, bailleurs, fédération des COP, etc. Parce que le BRS, il fonctionne bien quand il s'inscrit dans une stratégie foncière. Nous, on avait un peu pensé au début que finalement, on allait switcher des charges foncières d'accession vers du BRS et que ça allait être neutre dans nos bilans de ZAC. Bon, on en est un peu revenu aujourd'hui. On voit bien que voilà, le contexte a évolué et faire du BRS, ça a quand même un coût. On doit tenir des charges foncières. Et ça s'inscrit dans cette logique. Voilà. Et le risque, c'est que si on est des opérateurs complètement déconnectés de tout ça, on soit dans une logique inverse et que ça devienne un outil pour amortir du foncier, voilà, dans des logiques un peu non maîtrisées, quoi. Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça dont on doit rester garant pour que ça fonctionne dans la durée. Oui, ben, je pense qu'il y a en effet deux sujets en fait, sur cette question. C'est un, en effet, si... Ça marche pas ? Non, je sais pas.
Si on a beaucoup d'OFS qui sont agréés, y compris des OFS qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, on peut évidemment se retrouver dans des situations de concurrence sur les prix du foncier, hein, c'est ce que Axel évoque, notamment par ce mécanisme du BRS. En fait, il peut soit être très vertueux, quand il est maîtrisé par des opérateurs qui se raccrochent à une grande famille publique, on va dire, la famille de l'intérêt général, mais il peut aussi ne pas du tout être vertueux si ce n'est pas porté par ce genre d'acteurs, puisque ces mécanismes de dissociation, en fait, peuvent conduire à de l'inflation, puisque la redevance n'est pas plafonnée, donc si on pratique n'importe quel niveau de redevance, on peut bien sûr avoir une inflation sur le foncier. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un relèvement des plafonds de ressources, donc on peut aussi se mettre à vendre très cher le BRS, et donc tout ça peut provoquer de l'inflation. Je pense que nous, les acteurs qui sont ici, on n'est pas menacés par ça, entre guillemets, puisque voilà, on est des acteurs qui avons à cœur que tout ça soit régulé, soit accessible pour certaines catégories de ménages, et soit durable, on vient de le dire, le temps long est très très important, donc ça c'est en effet le premier sujet. Et le deuxième sujet, en effet, c'est quel rôle des OFS sur le long terme. Donc nous, voilà, c'est pareil, je pense que les OFS ici représentés seront tous investis sur le très long terme et sécuriseront, si je puis dire, les acquéreurs sur ce très long terme. On ne sait pas en effet comment vont se passer les reventes à 10 ans, à 20 ans aujourd'hui, mais on sait que les OFS ici présents seront là, probablement aux côtés des acquéreurs s'il y a des difficultés de revente, seront très vigilants à l'évolution de la redevance dans le temps. Si on le disait, elle est fixée aujourd'hui à un instant T, ensuite elle va évoluer, elle est indexée. Si elle atteint des niveaux trop importants, les OFS ici présents seront vigilants, je pense, à peut-être arrêter l'indexation. Enfin, voilà, vérifier qu'on n'a pas créé quelque chose qui n'est plus au service des ménages pour lequel on le fait et que le produit reste pertinent et accessible à ces ménages. Donc ça, je pense que c'est très important. Oui, merci, parce que si on réfléchit à long terme, et même à très long terme, on peut se demander, et ceux qui ont fabriqué le modèle se sont forcément posé la question, qu'est-ce qui se passe au bout de 80 ans? C'est-à-dire, à partir du moment où le prêt est remboursé, à quoi sert la redevance? Est-ce qu'elle sert à faire fonctionner l'OFS? Parce qu'il y a des charges en plus qui servent à intervenir sur le bâti quand il faut, etc. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, la redevance diminue? Ouais. Non, mais je pense qu'on peut l'imaginer d'ailleurs. Je trouve que certains OFS l'ont imaginé, hein, que ça puisse à un moment s'arrêter quand le prêt est remboursé. Après, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que cette redevance, elle servira aussi à dégager potentiellement des fonds propres pour l'OFS et aussi financer des nouvelles opérations. Donc l'idée aussi de tout ce système de l'OFS, BRS et de la redevance, c'est une solidarité entre les ménages sur le temps long. C'est entre les ménages qui vont entre guillemets, acquérir un même logement à différents moments de la vie de ce logement, et donc avec toujours cette redevance qui permet d'étaler le coût du foncier sur le temps long, mais c'est aussi une solidarité plus vaste entre les ménages de différents programmes de logement, et donc nous, à vrai dire, on n'envisage pas d'arrêter la redevance sur les programmes qui seraient amortis au bout de 80 ans, même si je ne peux absolument pas préjuger aujourd'hui de ce qui se passera dans 80 ans. L'idée serait plutôt d'utiliser cette redevance pour financer de nouveaux programmes à ce moment-là. D'accord. Il ne faut pas, je crois, confondre la redevance qui amortit l'emprunt, et je suis parfaitement d'accord avec Sophie, et la redevance qui permet de gérer la solidarité transgénérationnelle, en fait. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait... c'est la même. C'est la même, mais elle est calculée pour répondre à un amortissement d'emprunt et à un amortissement bancaire. Mais une fois que cet amortissement il est terminé, il nous semble logique qu'on continue à payer, parce qu'effectivement, c'est une manière solidaire de contribuer au développement d'autres opérations de BRS. Et est-ce qu'il est déjà venu à l'idée d'un bailleur social ou institutionnel d'arrêter de faire payer son loyer parce qu'il a amorti son emprunt pour porter son immeuble? Non, mais un propriétaire, quand il a fini de rembourser son emprunt, il a fini de rembourser son emprunt. C'est vrai. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment partir du principe que c'est dans le début du cycle de vie d'un bâtiment BRS, on contribue au remboursement d'un emprunt, et puis ensuite on va contribuer en fait à cette solidarité qui va se transmettre de ménage en ménage, d'acquéreur en acquéreur. Mais on peut effectivement, et je suis d'accord avec Sophie, jusqu'où ça va nous emmener. Est-ce que en 2100, parce qu'aujourd'hui quand on signe un BRS avec des opérateurs, on s'engage jusqu'en 2100, 120, 130, etc. Est-ce que quand on en sera là, on aura des redevances à 12 €,
Voilà, c'est vrai, il y a forcément un plafond de verre à un moment donné, et de toute façon, ce sera la capacité d'acquisition des ménages qui va un peu le déterminer. Donc, cette question de savoir comment est-ce qu'on maîtrise, on régule, voire on diminue la redevance, elle me semble essentielle dans nos réflexions du moment, même si on n'en est pas encore là. En revanche, dire qu'on n'a plus de redevance, ça me paraît être à côté du modèle. Oui, peut-être effectivement le temps long de 80 ans nous invite à la prudence. On voit bien qu'au moment où on a construit notre modèle, le taux du livret A n'était pas du tout au même niveau, donc l'inflation évolue. Voilà, donc nous, de manière pragmatique, je pense que plutôt la marge de manœuvre, c'est de se dire qu'on pourrait ne pas appliquer l'IRL sur la redevance certaines années. Voilà. Mais par contre, on n'envisage pas de faire cesser la redevance parce qu'on ne sait pas non plus combien de logements il faudra qu'on rachète, quels sont vraiment les frais de gestion. Aujourd'hui, tout ça est très théorique. On met un petit bout de redevance dans des frais de gestion. Bon, on n'a vraiment aucun recul sur tout ça. Donc voilà, je pense qu'on va avancer par palier et ce qui nous donnera le plus de visibilité, c'est d'appliquer ou pas l'IRL chaque année. Merci. Je suis complètement d'accord. En fait, la redevance, c'est un peu d'emprunt, enfin c'est une part d'emprunt remboursé, c'est une part de frais de gestion, et puis c'est de l'argent mis de côté pour faire face à toutes les clauses de sécurisation qui vont jusqu'au rachat du logement. Et ce rachat, il ne s'arrête pas dans 80 ans. C'est-à-dire que c'est embarqué dans le bail, et donc il n'y a pas de fin à ça. Et nous, on a regardé dans nos matrices, on essaye d'avoir la vision de et si on capte la redevance indexée sur l'IRL en faisant en mettant un taux d'indexation de l'IRL arbitraire, mais qui est réaliste, qu'est-ce qui se passe dans 100 ans, combien d'argent on a mis de côté, qu'est-ce qu'on peut racheter? Parce que nos logements, en fait, dans 80 ans, qu'est-ce qui se passe? La question, c'est où ils sont nos logements dans 80 ans? À quoi ils ressemblent les logements dans 80 ans? Est-ce que d'ici 80 ans, on n'aura pas dû racheter tous l'intégralité des patrimoines parce que, en fait, ils sont obsolètes, parce qu'ils répondent plus aux normes de dans 80 ans, que déjà on n'est pas capable d'être aux normes de demain. Donc, objectivement, il y a quand même une très grosse chance que nos logements de dans 80 ans, ce soit plus nos logements, quoi. Donc, je pense que la redevance, l'enjeu, et nous, ça nous a été remonté, on a une administratrice qui est issue du collège des bénéficiaires et qui nous l'a remonté au dernier CA. Et en fait, la redevance, en gros, elle nous dit, c'est sympa votre idée que la redevance, elle permet l'accession, qu'elle va varier, mais en fait, pour nous, c'est un loyer, c'est lourd, donc comment on prévoit ça? Et c'est vrai qu'on travaille, du coup, avec nos notaires aussi pour un peu modifier nos actes, de sorte d'aligner sur chacun la date d'indexation de la redevance pour qu'on puisse décider une année de ne pas l'appliquer ou à un moment de se dire à partir de maintenant on s'arrête. Mais en revanche, d'abord dans 80 ans ça n'existe pas à part pour le prêt de la Caisse des dépôts parce qu'il n'y a rien qui va durer 80 ans et on va certainement avoir d'autres questions à traiter avant ça. Bon, enfin on pourrait imaginer que des logements ça dure 80 ans, ça s'est vu quand même. Donc... Très bien. En tout cas, je voudrais maintenant avoir votre réaction sur l'augmentation des plafonds. Parce que c'était une décision qui n'était pas forcément attendue, ou qui peut-être était attendue, qui a permis, je pense à la métropole de Rennes, d'adapter un modèle de manière très particulière en faisant différents types de BRS 1, 2, 3, 4, avec des niveaux de revenus différents selon le prix du logement. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose pour vous les uns et les autres, est-ce que c'est quelque chose qui favorise le modèle ou qui le dévoie? Alors, c'est quelque chose qui va fluidifier la commercialisation, comme c'était dit juste avant, qui fluidifie la commercialisation sur certains projets et surtout parce qu'on va venir aller chercher ceux qui étaient juste au-dessus, des plafonds. Je pense que sur certains territoires, c'était absolument nécessaire parce qu'ils étaient complètement bloqués par rapport aussi à des zonages qui manquent d'actualisation. Et donc, en fait, l'augmentation des plafonds, elle pallie l'absence de modification et de révision un peu substantielle du zonage ABC qui vient créer des blocages sur certains territoires. Pour nous, du point de vue de la COP foncière, l'augmentation des plafonds telle aussi forte qu'elle a eu lieu au 1er janvier, elle est à la fois, bien sûr qu'elle va nous apporter des solutions ponctuelles, mais elle est porteuse de risques. De risques, effectivement, comme tu disais, Sophie, quand on se dit, maintenant, puisqu'on veut vendre à des ménages plus riches, vendons plus cher. Et c'est la question du ciblage. Le plafond de prix, il a augmenté aussi. Pardon ? Le plafond de prix, il a augmenté aussi.
Moins fortement, mais il est déjà très haut. En fait, personne n'est collé au plafond de prix. Nos plafonds de prix, ils sont exprimés en hors taxe par surface utile. On le considère en surface habitable TTC. Donc, en fait, le plafond de prix, il n'est pas cohérent avec les plafonds de ressources. Donc, personne ne s'amuse à aller au plafond de prix, même à Paris, je crois que tu n'y es pas. Donc, voilà. Mais il y en a qui poussent et nous on retient. Voilà, donc c'est notre boulot. Mais donc ils sont porteurs c'est porteur de ce risque-là et c'est porteur d'un autre risque. On bénéficie d'une TVA 5,5 parce qu'on fait un service d'intérêt général, même si on n'est pas reconnu SIEG en tant que tel. Il ne faudrait pas qu'en fait, à force de se fondre dans un modèle très global, de ne plus être différencié par l'offre qu'on propose, qu'à un moment on nous regarde en nous disant de quel droit, d'où vous pouvez bénéficier du prêt Gaïa, d'où vous pouvez avoir une TVA 5,5, puisqu'à la fin, vous avez un public, vous adressez à tout le monde, il n'y a plus de spécificité sociale du BRS. Donc il faut qu'on soit attentif à ça, à garder notre spécificité, parce que c'est ce qui permet au BRS de fonctionner aujourd'hui. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Cécile vient de dire. Après, le relèvement des plafonds a quand même eu lieu dans un cadre social, puisqu'on est au niveau du PLS accession, donc on reste bien dans le champ de la TVA à 5,5, etc. Mais en effet, il faut être vigilant là-dessus. Alors nous, clairement, à Paris, on était favorable à un relèvement des plafonds de ressources, mais alors, pour Paris en l'occurrence, donc j'entends tout à fait par ailleurs que ça puisse pas avoir été souhaité ailleurs. Il faut juste voir que Paris est dans une grande zone A qui comprend 285 communes, alors que Paris est quand même relativement spécifique. Donc nous, on avait, comme tu le disais Cécile, vraiment un problème aussi lié quand même à un zonage qui était assez peu adapté. Donc nous, on attendait ce relèvement des plafonds de ressources pour une raison principale, qui est qu'à Paris, on avait des déciles de la population qui ne pouvaient ni accéder à un logement dans le libre, ni être éligibles au BRS. Donc pour nous, c'était très important en fait d'offrir quelque chose à ce qu'on appelle la classe moyenne, alors peut-être classe moyenne un peu supérieure en l'occurrence, mais qui n'était éligible à aucun dispositif. Donc ça, pour nous, c'était quelque chose d'important. Et en plus, à Paris, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même cet objectif aussi de recréer des parcours résidentiels. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la création du BRS à Paris, en fait, c'est le retour de l'accession sociale, puisqu'il n'y avait plus d'accession sociale à Paris depuis les années 2000, pour la simple et bonne raison que tous les autres dispositifs d'accession sociale ne permettent pas de clauses antispéculatives assez longues dans la durée. Et donc, comme à Paris, les prix augmentent très fortement, on avait tout simplement arrêté l'accession sociale. Donc, le BRS, c'est vraiment le retour de l'accession sociale à Paris, parce que justement, il est antispéculatif. Et donc pour nous, le BRS, c'est une manière de recréer des parcours résidentiels qui n'existaient plus en fait depuis 25 ans à Paris. Donc ça, c'est très important. Et donc aussi, le fait de relever les plafonds de ressources, ça nous permet quand même de toucher des ménages qui sont en gros au niveau PLS et un peu au-dessus, et donc sortant du parc social, sachant que les précédents plafonds, ils étaient plutôt au niveau du plus, pour nous, dans les typologies de ménages familiaux. Donc pour nous, les plafonds de ressources, c'était important. Après, il faut en effet quand même être vigilant à continuer à toucher la population aussi qu'on touchait originellement. Donc c'est-à-dire que nous, à Paris, par exemple, on va avoir des programmes avec des prix très différents. Très différents. On va avoir des programmes qui permettent de toucher les ménages qu'on touchait modestes, et on va avoir des programmes où on va pouvoir vendre un petit peu plus cher et toucher la classe moyenne plutôt un peu plus supérieure, si je puis dire. Donc en fait, on va avoir une gamme de BRS qui va toucher des populations différentes, et dans la façon aussi dont on sélectionne les ménages, on a des critères qui permettent de favoriser aussi ceux qui ont plutôt moins de moyens. Donc ça, mais ça, je pense qu'il faut en effet être très vigilant et continuer à s'adresser à l'ensemble de la population éligible au BRS, et pas seulement à ceux qui sont en haut des plafonds de ressources. Et du coup, vos prix, ils vont aller de combien à combien ? Nos prix vont être en gros de 4 300 € du mètre carré à 5 300 € du mètre carré. D'accord. Ce qui permet de toucher des publics assez différents dans cette gamme de prix. Merci. Et ça, c'est, mais quand même sans aussi parler que dans une même opération aussi, selon la situation des logements, il y a des prix très différents. Et donc au sein même d'une opération, on a même des écarts qui peuvent être plus forts que ça. On va descendre jusqu'à 3 900 € du mètre carré, par exemple, pour les logements au premier étage. Voilà. Nous, cette question des plafonds, elle est un peu accessoire sur le territoire, en fait, puisque le revenu médian des ménages de pleine commune, c'est la moitié de celui des ménages de la métropole du Grand Paris. Donc quand les promoteurs ciblent plutôt les 8e, 9e déciles, nous on va chercher le 7e avec le BRS. Donc voilà, on n'a pas trop ce sujet-là. Après, bon,
disons, notre marché d'acquéreurs, il est à la fois des habitants du territoire. Bon, sur le petit recul qu'on a, c'est un peu plus de 40%. Mais c'est aussi un report de marché du marché parisien. Les ménages que Sophie n'arrive pas à loger viennent à pleine commune, notamment 18e, 19e, 20e arrondissement. Voilà, donc pour cela, effectivement, ça facilitera les commercialisations. Bon, c'est bien. Après, c'est vrai que d'un point de vue un peu philosophique, je pense qu'il faut qu'on reste sur un produit d'accession sociale. On est déjà sur des prix assez élevés. Et voilà, je pense que il faut être vigilant là aussi à ce qu'on n'ait pas cette tentation de s'approcher toujours un peu plus du marché pour que ça reste bien un produit d'accession sociale qui cible ces ménages-là et qui vient être un produit complémentaire entre le logement social et l'accession. Voilà, à mon avis, c'est une ligne rouge sur laquelle il faudra rester vigilant, quoi. Et la ligne rouge, donc, c'est le prix ou c'est le plafond de ressources? Comme le disaient les collègues, c'est vrai que les prix sont pour nous assez incohérents. C'est plus de 5 000 € du mètre, donc on n'y est jamais. Le sujet pour l'instant, c'est les plafonds, mais c'est vrai que tout est lié, puisque à partir du moment où les plafonds seront plus élevés, certains pourraient avoir envie de pousser les prix plus haut. Et donc voilà, Mais c'est qui les certains que vous évoquez, les uns et les autres? Non, certains, là je pense plutôt aux promoteurs. En fait, la fabrique de la ville, elle est complexe. C'est-à-dire que il y a des opérations qui sont complètement maîtrisées, d'autres qui sont à gouvernance externe. On a des aménageurs d'État, des aménageurs on a des opérations qui se font en diffus. Il y a des fonciers qui appartiennent à des promoteurs déjà. Donc parfois on décide et parfois on négocie. Et voilà. Et donc si les outils rendent plus compliqué les négociations, ça peut devenir dangereux. Merci. Alors, dans les Yvelines, Alors peut-être juste déjà commencer par la magie quand même des plafonds, puisqu'effectivement quand on se met au plafond du prix de vente et qu'on regarde un ménage qui est au plafond des ressources, en fait il n'arrive pas à acheter au plafond des prix de vente. Donc chercher l'erreur, moi j'ai toujours pas trouvé, mais déjà ça pose un peu le contexte sur la manière dont les plafonds sont posés. Nous clairement la hausse des plafonds, elle nous a aidé à décoincer certaines opérations. Je crois que j'ai vu nos camarades d'Apilogie dans la salle sur une opération notamment à Bailly, donc juste à côté de Versailles, où on est en zone B1, donc là encore chercher l'erreur, et en fait on s'est mis au plafond du prix de vente du B1, qui nous permettait quand même de vendre 45% moins cher que sur le marché neuf libre. Et en fait on a réussi à trouver personne. Enfin en tout cas on avait beaucoup de flux, beaucoup de demandes, mais des gens pas finançables parce que tout juste au-dessus des plafonds, et ceux qui étaient en dessous des plafonds étaient tout juste en dessous de la solvabilité nécessaire pour réussir à trouver un crédit. Donc c'est vrai que pour ces opérations-là, ça nous a donné du souffle et de l'oxygène et ça nous a permis de sortir certaines opérations en difficulté. Ensuite, ça nous a aidé, je pense, dans la situation qu'on traverse, d'une très très forte volatilité des taux, on a pris 4 points en l'espace de 2 ans, d'avoir pu conserver pour le BRS une forme de résilience. Nous, je le disais tout à l'heure, nos opérations elles sont quasiment systématiquement mixtes, BRS opérateur, et quand on a et de l'accession libre et du BRS, au même endroit pour le même produit, donc nous on a des rythmes d'écoulement qui sont, on va dire, à peu près 4 à 5 mois pour atteindre 50% de précommercialisation, c'est le double ou le triple en accession libre. Donc ça a permis cette résilience, mais ça pose la question de savoir du coup qui sont les acquéreurs. Et effectivement, on voit bien qu'on a des effets de report du ménage qui était encore éligible en milieu de classe moyenne à l'accession libre il y a 2 ou 3 ans, vers des produits BRS, parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne s'est plus acheté en accession libre au même budget. Il a perdu en moyenne 30 à 35% de solvabilité. Donc en fait, ça devient un marché de report, faute de choix et d'offres, y compris plus loin que là où il souhaiterait acquérir. Et donc, s'il y a eu un marché de report dans ce sens-là, on peut se poser la question d'un effet d'exclusion de ceux qui étaient véritablement le noyau dur de nos acquéreurs il y a encore quelques années. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu malgré nous, parce que de toute façon, vu le contexte de taux, ils n'auraient pas pu acheter, et ils ne peuvent pas acheter non plus encore aujourd'hui, y compris en BRS, y compris avec des décotes de prix qui sont très importantes. Et sur les effets pervers, moi je suis très mesuré, parce qu'en fait, effectivement, c'est très large, c'est très ouvert. On a quelques cas particuliers, notamment à Paris, très naturellement, l'opérateur va vouloir aller au plus haut possible, parce qu'on pourra
pouvoir éventuellement trouver un acquéreur en face. Pour moi, la maxime de l'acquéreur en BRS, c'est que si j'ai le choix, ou de l'acquéreur tout court, si j'ai le choix de ne pas acheter en BRS, je n'achèterai pas en BRS. Alors, n'en déplaise à Axel, moi, la TVA 5.5, si j'ai de la TVA 5.5, je ne fais pas de BRS parce que c'est ma première concurrence. Ou si j'ai un marché de l'ancien qui est au même prix que le BRS, je sais que je ne vendrai pas. Donc, dès lors qu'on a des solutions alternatives qui ne sont pas en démembrement mais en pleine propriété, en fait, sauf à avoir des acquéreurs qui sont vraiment dans une position militante, on touchera personne. Donc ça, pour moi, c'est un vrai garde-fou qui fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur la question des plafonds. Mais pour revenir à la discussion de tout à l'heure, qui on n'agrée pas, etc., là, effectivement, on peut se poser des questions. C'est-à-dire que celui qui décide de se dire j'ai une super opportunité, un effet d'aubaine, c'est en fait 80% de ma clientèle d'avant que je touche plus, et si je faisais ce truc-là pour pouvoir les toucher à nouveau, et puis tiens, si je me mettais à 5600 balles, puisque c'est le plafond de la zone Abyss, en essayant de toucher des gens qui doivent avoir des revenus qui sont autour de 7 ou 8 000 balles par mois à deux, oui, là, on touche un peu les limites du système. Merci. Alors le temps passe très vite. Je voulais vous poser une dernière question peut-être en guise de conclusion à chacun. Tout à l'heure, on a parlé de l'idée de rester dans le BRS, sortir du BRS. Est-ce que c'est une marche supplémentaire dans le parcours résidentiel? Est-ce que c'est la création d'un nouveau segment entre le logement social et puis la propriété classique ou le marché privé classique? Est-ce que, et dans quelle mesure vous croyez à la possibilité, et est-ce que c'était l'ambition de départ d'ailleurs, de ce segment de peser durablement sur les autres prix? C'est-à-dire, est-ce que le BRS, finalement, ça peut avoir un effet sur le marché global? Peut-être de prix, et puis peut-être d'évolution des mentalités, c'est-à-dire d'imaginer que peut-être un jour, on imaginera justement accéder à la propriété ou habiter sans imaginer forcément tirer un revenu de cet usage, en fait. Je veux bien poursuivre. Moi, je pense que le BRS n'influe pas le reste du marché et que le BRS ne saurait exister sans justement sa référence d'accession privée, puisque justement tout l'intérêt du BRS, c'est d'apporter une décote très forte sur les prix. Donc c'est pour ça que moi je trouve intéressant qu'on parte très tôt, très bas sur les prix qui sont pratiqués, y compris sur la redevance, mais ça on a évidemment des débats sur le sujet, pour que ça continue à être le cas dans le temps long, y compris si le marché privé augmente très fortement et que l'acquéreur en BRS, au moment de la revente, n'aura pas forcément l'apport suffisant, même si on peut imaginer que ses revenus ont progressé, etc., pour basculer dans l'accession libre. Et moi, je crois beaucoup au parcours résidentiel interne au BRS. Et d'ailleurs, il faut voir les acquéreurs qu'on a dans nos commercialisations. Je pense que chacun ici peut en témoigner. C'est en fait des acquéreurs qui achètent la pièce en plus, voire 2 pièces en plus parfois, donc c'est des mètres carrés en plus. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on regarde la durée moyenne d'occupation d'un logement en accession aujourd'hui en France, c'est 7 à 8 ans. Moi, je suis à peu près convaincu que ceux qui vont acheter en BRS, grâce à cette pièce en plus ou ces mètres carrés en plus, on va multiplier ça par 1,5 ou 2, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont rester 12 à 15 ans et qui pourront gérer leur propre parcours familiale à enveloppe résidentielle constante, c'est-à-dire que j'arrive globalement jeune couple sans enfant dans mon 3 pièces et j'ai pas besoin de déménager à nouveau pour pouvoir accueillir un enfant à naître parce que j'ai pas la chambre du bébé. Et inversement, tout au long de la vie, y compris jusqu'en fin de cycle résidentiel entre guillemets, où en fait ce qui était occupé avant par des gamins peut redevenir par exemple une chambre d'amis, peut devenir un espace de bureau, etc. Donc on voit finalement que ça offre une souplesse très importante dans l'usage. Et donc je pense qu'il ne faut pas se faire trop de nœuds au cerveau sur est-ce que je vais rester à perpétuité dans le champ du BRS. Et puis finalement, et alors? Oui, et alors ouais. Voilà. D'autres réponses? C'est pas obligé, hein. Oui. Non, en fait, j'ai perdu mon idée, mais sur... Faire baisser les prix, rester dans le BRS, en sortir voilà, absolument. ça y est, ça me revient. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais nuancer un peu ce que disait Simon sur l'impact du BRS sur le marché, puisqu'en fait, le prix d'un terrain, il n'est que la valeur de ce qu'on peut en faire. Et voilà, donc nous, quand on révise le PLUI, et voilà, on commence maintenant à... Enfin, il y avait des servitudes de mixité sociale pour le logement social, maintenant on va en faire pour le BRS. Et forcément, ça a un impact sur les valeurs foncières.
Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis peut-être juste pour redire ce qui a été dit tout à l'heure, mais je pense que pour bien situer le produit, on voit bien que évidemment ça marche mieux en TVA pleine, il a toute sa place, mais ça fonctionne bien quand on le compare à un produit locatif. C'est-à-dire que voilà, le ménage qui compare son accession avec un produit locatif où il a un loyer finalement qui est assez élevé à perte, il a tout intérêt à aller dans le BRS, dans l'accession sociale, et ça devient évident. Effectivement, dès lors qu'on le compare avec d'autres formes d'accession, là où je rejoins Simon et ce qui a été dit, c'est que si j'ai le choix, je vais plutôt aller vers la TVA réduite, sachant quand même que la TVA réduite, elle est conditionnée à un plafond de prix, et que parfois, ça dépasse. Voilà. Et notamment à Saint-Denis et Village Olympique, etc. Voilà ce que je voulais apporter comme complément. Sur les 2 points, je rejoins complètement ce que dit Axel. D'abord, je pense que ça peut quand même avoir un impact sur les prix fonciers, notamment quand le BRS s'inscrit dans une politique de la commune plus globale. Donc c'est aussi le cas à Paris, puisqu'on a un nouveau PLU bioclimatique qui doit rentrer en vigueur début 2025 et qui prévoit notamment des servitudes de mixité sociale pour le BRS. Donc c'est-à-dire ce qui oblige les promoteurs à réaliser 30% de BRS dans des opérations qui comprennent par ailleurs 70% de logements libres. Donc dans ce cadre-là, je pense que ça a vraiment un impact sur les prix fonciers, et on vient, nous, à la place du logement locatif intermédiaire. Avant, ces servitudes de mixité-là, elles étaient pour le locatif intermédiaire. De la même manière, d'ailleurs, on a remplacé dans les ZAC parisiennes soit du locatif intermédiaire, soit des programmes libres. Donc dans ces différents cas de figure, là où on vient s'implanter, mais donc tout ça c'est évidemment l'action de la commune et de ses documents d'urbanisme, mais je pense que oui, ça a un impact sur les charges foncières, parce que le propriétaire qui vend sa charge foncière, il va vendre moins cher quand il y a 30% de logements BRS à réaliser. En revanche, je ne suis pas certaine que ça ait un impact sur les prix du logement libre par ailleurs, ça j'en doute. Mais nous, à Paris, on n'a pas de problème avec l'idée que le BRS n'amène pas ensuite vers l'accession libre. C'est-à-dire que le BRS, qui est un parcours résidentiel au sein du BRS, mais pas vers l'accession libre, ne nous pose pas de difficulté, mais dans la mesure où on pense que ce parcours il est très très difficile vu l'écart de prix qu'il y a entre justement le BRS et l'accession libre, puisque nous on a des codes qui sont autour de entre 40 et 50%, on va dire, par rapport au prix du marché libre à Paris. Donc nous on l'a toujours imaginé comme de toute manière un segment à part entière, en fait, d'une manière d'habiter Paris, et qui n'emmènera pas vers accéder en libre. On ne touche de toute manière pas la même population. Et nous, ce qu'on a observé sur les premiers ménages qui sont donc dans notre programme à Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'il y a une appétence pour le BRS. Et là, je ne rejoins pas forcément ce que dit Simon, mais peut-être que le territoire parisien aussi est très particulier. Mais il y a vraiment une appétence sur le dispositif en lui-même et ce côté justement anti-spéculatif du dispositif. Il y a vraiment une adhésion à ces valeurs-là par rapport à en fait, un marché qui est par ailleurs qui était en tout cas très spéculatif et très dynamique. Et on voit vraiment un mouvement d'adhésion vers ce nouveau type de propriété qui n'est pas pleine et entière. Alors une fois de plus, c'est peut-être très spécifique à Paris. En tout cas, je pense aussi que ne pas être propriétaire du sol, même si c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, en tout cas, c'est plus facile aussi dans un appartement que dans une maison, ça c'est certain. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on a observé, c'est vraiment ça. Donc en fait, peut-être quand même un changement des mentalités, qui s'amorce de ce point de vue-là. Ce serait une bonne nouvelle. Merci. Cécile, un petit mot rapide pour la fin. Parce que... Je suis assez d'accord avec ce que dit Sophie, en fait. Et puis, un peu avec tout le monde. Je suis d'accord avec Simon quand il dit que c'est pas grave. C'est pas grave si, en fait, les ménages restent à l'intérieur du BRS. De toute façon, les parcours résidentiels ne sont plus linéaires. On est locataire, on devient propriétaire, on redevient locataire. Et ben, on sera en BRS. Peut-être on redeviendra locataire. Peut-être on restera dans le BRS. Et tout ça n'est pas figé. Et je pense qu'il faut aussi qu'on se garde de caler une espèce de modèle comme ça qui est le modèle de la réussite, quoi, et de je deviens plein propriétaire. Je suis d'accord avec ce que dit Sophie sur cette idée que le BRS il porte aussi une forme d'utopie sur cette notion d'une propriété alternative, du foncier qui redevient commun, d'une manière d'habiter la ville qui est forcément différente puisqu'elle est un peu moins prédatrice dès lors qu'on n'en attend pas une plus-value très forte. On a peut-être une autre manière de penser notre
notre insertion et notre inscription dans la ville et dans l'évolution de la ville qu'on habite. Et donc je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de dépasser le côté très utilitariste dans un moment donné du BRS. Aujourd'hui, le BRS, il est utile aussi parce qu'il réamorce la pompe de l'activité immobilière, il permet l'accession à la propriété, mais en fait, il est aussi porteur d'une forme d'utopie qu'on doit faire vivre sur cette manière très différente de penser la propriété sans être propriétaire. Alors, c'est toujours cette notion propriétaire de son foncier, propriétaire de son immeuble, mais en tout cas, de penser les choses en dehors d'une logique de spéculation. Ça me semble de notre responsabilité de le faire passer plus fortement. Merci beaucoup.